Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h. Une édition qui sera consacrée notamment à la double actualité internationale du jour. Et tout d'abord, le conflit ukrainien. Nous verrons que la communauté ukrainienne de la Côte d'Azur se mobilise pour venir en aide aux populations qui se trouvent sur les zones de combat et plusieurs points de collecte ont été mis en place à Monaco. Il était très attendu et ne laisse que peu de place au doute, pas d'amélioration sur le front du changement climatique et une situation toujours de plus en plus préoccupante et lourde de conséquences. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vient de rendre son nouveau rapport. Pour en détailler le contenu, nous serons avec l'une de ses auteurs, la chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco, Nathalie Imi. Dans quelques jours, la patinoire laissera la place à la piscine au stade nautique. C'était donc l'heure des bilans de fin de saison ce week-end pour les sports de glace à Monaco. Reportage à suivre dans ce journal. Les célébrations du centenaire Albert Ier, nous verrons que les échecs qui étaient à l'honneur ce week-end l'étaient également au début du XXe siècle. Une belle initiative, les étudiants de l'Université internationale se sont mesurés aux sportifs de Special Olympics sur la pelouse du stade Didier Deschamps. Et puis comment rendre son enfant heureux? Un ambitieux, louable et vaste programme. La fondatrice du concept Make Happy Kids, Natalia Pelletier, vient de donner une conférence à l'Agora et elle sera notre invitée pour nous distiller de précieux conseils. Mais débutons donc ce journal avec l'élan général et la mobilisation pour venir en aide aux Ukrainiens. Les civils sont les premières victimes de l'offensive militaire russe lancée la semaine dernière. Les besoins sont très importants et à Monaco, plusieurs collectes ont été mises en place. Christine Tomel, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, la situation se dégradant d'heure en heure en Ukraine. Le partenaire local Caritas Ukraine déploie une réponse humanitaire d'urgence. La situation humanitaire déjà précaire dans l'est de l'Ukraine est aggravée par les opérations de guerre et la population est isolée et n'a pas de quoi manger ni de quoi se chauffer. C'est pourquoi les équipes mobiles de Caritas Ukraine se sont rendues sur place pour distribuer des denrées de première nécessité, des briquettes de chauffage et des matériaux de réparation pour protéger du froid glacial celles et ceux qui sont restés dans leur abri endommagé, ainsi que des médicaments et des cartes de paiement pour acheter des vêtements chauds. Caritas Monaco active donc son mécanisme d'urgence pour soulager les besoins les plus pressants de la population, notamment ceux des familles contraintes de fuir leur maison. La situation évoluant, je vous le disais rapidement, votre aide est donc capitale. Pour ce faire, il suffit de se rapprocher de Caritas Monaco, d'adresser vos dons à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou par virement bancaire à l'archevêché de Monaco. De son côté, le gouvernement monégasque lançait dès samedi un appel au dialogue. Oui, Patricia, la principauté soutient toutes les initiatives qui permettraient de faire cesser au plus vite les opérations militaires et renouer le dialogue. Du fait de son histoire, Monaco attache une très grande importance au respect du droit international, de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité des territoires, une constante dans les positions prises par le gouvernement en matière diplomatique. Et si la principauté est aux côtés de la population ukrainienne, le ministre d'État Pierre Dartout dira être très sensible à la dimension humanitaire de ce conflit. Et puis, Christinda, cette autre conséquence du conflit ukrainien, mais sur le plan sportif cette fois. Oui, Patricia, l'Euroleague Basketball vient d'annoncer qu'au vu de la situation en Ukraine, les équipes de la Fédération de Russie sont suspendues à la fois à la Turkish Airlines Euroleague et au 7 Days Eurocup. L'Euroleague Basketball surveillera continuellement l'évolution de la situation. Si la situation n'évolue pas de manière favorable, tous les matchs de la saison régulière contre des équipes russes seront annulés afin de configurer les classements des ligues. Pour information, je vous rappelle que Monaco a disputé 5 matchs contre des équipes russes en Euroleague cette saison, dont 4 victoires et 1 défaite, et devait affronter le CSKA Moscou le 18 mars prochain en Russie.
C'est l'autre grand titre de l'actualité, un rapport toujours très attendu et dont la teneur reste en substance la même malgré les signaux d'alerte lancés depuis de nombreuses années maintenant. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat vient de rendre sa copie. Alors pour être tout à fait précis, il s'agit du deuxième volet du sixième rapport, dont le troisième et dernier volet est attendu avant l'été. L'un de ses auteurs est chargé de recherche au Centre scientifique de Monaco. Il s'agit de Nathalie Ilmy et elle est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ce deuxième volet du sixième rapport du GIEC n'intervient pas dans le meilleur des contextes avec une double crise internationale, le conflit en Ukraine et la Covid-19. C'est un petit peu le principal écueil auquel il faut faire face lorsque l'on parle environnement, climat. Ces thématiques sont souvent reléguées à des plans secondaires. Oui, malheureusement, et pourtant c'est vraiment le plus grand challenge que va vivre notre monde. On est déjà en plein dedans et on ne doit pas échapper à ce genre de considération juste parce qu'il y a d'autres problèmes à côté. Venons-en donc justement à parler des grands enseignements de ce dernier volet du rapport du GIEC. Le premier point, c'est peut-être qu'il confirme une fois de plus l'impact qu'a le réchauffement climatique sur notre Terre. De façon univoque, en fait, c'est clair. Les scientifiques sont tous unanimes. Le problème du changement climatique va toucher notre vie en tant qu'être humain, mais aussi la santé de la planète. On sait déjà qu'il y a 3,3 milliards de personnes qui vont être plus vulnérables à ce problème de changement climatique, essentiellement en Afrique, en Amérique centrale et du Sud, en Antarctique, dans les petits États insulaires en développement. Mais en réalité, nous sommes tous vulnérables d'une façon ou d'une autre. Mais quelles sont les origines qui qui ont le plus de répercussions justement sur la Terre? On n'arrête pas de le dire, il faut vraiment couper nos émissions de CO2 parce qu'en réalité, on va impacter la biodiversité, la nature, alors que cette nature qui est impactée peut également nous apporter des solutions pour combattre le changement climatique. Et donc là, on voit qu'il y a des écosystèmes qui peuvent nous aider à résoudre le changement climatique si on les protège. Et cette courbe qui semble toujours croissante, est-ce qu'elle peut être inversée? Oui, bien sûr. Oui, on peut l'inverser, mais il faut agir de suite. C'est-à-dire qu'on a déjà des effets du changement climatique qui sont irréversibles. Par exemple, la montée des eaux. Les glaciers et les pôles vont continuer à fondre, même si on coupait totalement nos émissions de CO2 maintenant. En fait, l'impact est là. Mais on a de l'espoir parce qu'en fait, on a encore des possibilités d'adaptation. Donc, il faut agir tout de suite et ne pas attendre encore. Alors, on peut nous dire que ça a des coûts, oui, mais le coût de l'inaction est encore pire. Et aujourd'hui, quelles solutions sont préconisées? Ah, il y a différentes solutions pour s'adapter. Quand je parlais de la montée des eaux, on pourrait penser à construire des digues pour protéger les côtes, mais il y a aussi des solutions qui viennent de la nature. J'avais évoqué les mangroves. Effectivement, si on gardait la nature dans l'état, ces mangroves permettent de protéger les côtes. Et elles permettent également de filtrer l'eau, ce qui permet de développer une pêche pour nourrir les populations côtières. Il existe donc des solutions, mais la situation jusqu'alors semble inexorable. Chez qui le message passe le moins bien? Le grand public, les grands groupes, les politiques? Ah, malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt les politiques qu'on a du mal à atteindre. Je pense que la société civile a quand même compris qu'il y avait un problème parce qu'on voudrait engager tout le monde, en fait, la barque des solutions. Malheureusement, la mise en place, les actions ne sont pas encore aussi évidentes, en tout cas pas partout dans le monde comme on l'espère. Nathalie Ilmy, merci d'avoir répondu à notre invitation alors qu'est paru aujourd'hui ce deuxième volet du sixième rapport du GIEC. Merci à vous.
La piscine du Port Hercule va retrouver ses habits d'été. Pendant 3 mois, de début décembre jusqu'au week-end dernier, elle s'était transformée en patinoire. Eh bien, le gala de fin de saison vient d'avoir lieu. L'occasion pour les membres du club de profiter de la glace une dernière fois. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Ils étaient au total 86 jeunes tout au long de la journée de samedi, entre le championnat de la Fédération monégasque de patinage le matin et le gala du Skating Club of Monaco le soir. Ces patineurs étaient répartis dans 16 catégories. Ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est la somme de travail de toute la saison qui est représentée sur une participation à un gala. Et surtout, c'est de démontrer au public ce que l'on peut faire sur une patinoire comme la patinoire de Monaco. Ils y mettent le cœur, ils y mettent la volonté, c'est la passion. Et puis c'est peut-être l'esprit du club, l'esprit famille. C'est vraiment du plaisir ce que je fais en fait. J'essaye de pas trop me stresser, mais voilà, c'est vraiment du plaisir. Moi, c'est surtout la compagnie, voilà, la famille et le plaisir et le fait de se dire qu'on est juste là pour s'amuser. Même si tu n'arrives pas premier, c'est pas la fin du monde, c'est une petite compète comme ça pour être en plaisir avec les autres personnes et pour rigoler et s'amuser et faire avoir des bons souvenirs. Et des souvenirs, il devra en avoir. Ces jeunes se sont donnés en spectacle devant un spécialiste, Brian Joubert, champion du monde en 2007 et 3 fois vice-champion du monde. Il aura même donné une masterclass. Petits et grands se sont préparés pour cet événement depuis l'ouverture de la patinoire début décembre. Je trouve ça vraiment fabuleux parce que 2 mois et demi de patinage par an et finalement toujours cette volonté de revenir, toujours cette volonté de travailler, de vouloir faire cette compétition et de progresser. Et je connais beaucoup de gamins qui auraient décroché, qui auraient arrêté et cette fidélité est remarquable. Au cours de la journée, un match amical de hockey sur glace a été organisé entre l'équipe des Barracudas de Monaco qui a accueilli le tout nouveau club des Avalanches d'Oron. Et pour clore ce gala de patinage, la traditionnelle remise des prix catégorie par catégorie. Les enfants, médailles autour du cou ou coupe à la main, se sont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine. Un bel esprit, une jolie initiative sportive. Le stade Didier Deschamps a accueilli samedi plusieurs matchs qui ont opposé des équipes de Special Olympics Monaco à des équipes de l'Université internationale. Le récit de Sandrine Nègre sur des images de Thomas Deus. Tous les samedis matins, on s'entraîne au stade Louis II en salle. Comme Stéphane Mancarelli, ils étaient nombreux à s'être préparés avant de se retrouver pour jouer dans les équipes de Special Olympics Monaco ou de l'Université internationale de Monaco. Au programme sur la pelouse du stade Didier Deschamps, du football, mais pas que, la bienveillance, la solidarité et l'intégration étaient aussi au rendez-vous. De base, il faut savoir que je suis bénévole à Special Olympics et tous les week-ends, je m'entraîne avec eux. Et j'ai eu l'idée avec monsieur Muratori Marco d'organiser un événement comme ça afin qu'on partage les mêmes valeurs à travers le sport. Quand tu t'appelles, tu changes, ok? Ensuite, on savait. 1, 2, 3. C'est pas la première fois qu'on fait des petits exercices comme ça. Il y a le FC Beau Soleil qui nous avait demandé de jouer contre leur équipe senior. Et puis Saint-Jean-Beaulieu. Et puis aujourd'hui l'IUM. Pour éducateur que je suis, voir des jeunes qui s'intéressent ou des jeunes filles qui s'intéressent au handicap, c'est assez touchant et on se dit qu'on a gagné quelque chose. Un but partout à l'issue de cette rencontre et l'IUM a décroché la victoire après les tirs au but. Sachez pour finir que le football n'est pas la seule discipline à l'honneur dans l'agenda prochainement de Special Olympics Monaco, du ski, du judo, du tennis de table, de la pétanque et du cyclisme. Christine Datomel nous rejoint pour du football encore, mais cette fois place à la Ligue 1 avec la défaite hier de l'AS Monaco FC face à Reims. Christinda. Et oui, Patricia, Monaco qui avait ouvert le score par Wissam Ben Yedder s'est finalement incliné à domicile face à Reims ce dimanche en toute fin de rencontre. Score final 1-2. Une rencontre qui avait débuté par un coup d'envoi fictif donné par les Bobbers monégasques de retour de Chine après leurs exploits lors des Jeux Olympiques. Un coup d'envoi qui avait cependant été retardé de quelques minutes, les joueurs ayant souhaité apporter leur soutien aux Ukrainiens en respectant quelques instants de silence.
Le centre cardio-thoracique de Monaco s'est rendu quant à lui à son tour sur le pavillon de la Principauté à l'exposition universelle de Dubaï pour y donner une conférence à l'attention des médecins spécialistes du cœur. Effectivement, une conférence en 2 temps qui s'est tenue au pavillon de Monaco. Pour ouvrir cette conférence, le cardiologue Filippo Sivaya a pris la parole pour présenter les missions, les engagements et les équipements du centre cardio-thoracique de Monaco. Le président délégué du CCM, Guy Nervaux, est ensuite intervenu pour démontrer la qualité unique de services permise en partie par les technologies utilisées dans le centre et a présenté une innovation inédite qui prendra peu à peu forme avec les avancées de l'intelligence artificielle. Un événement important donc qui s'est tenu en présence de Ludmila Hakona-Le Goff, le directeur général du département des affaires sociales et de la santé à Monaco. Et à noter dans vos agendas jeudi au théâtre Princesse Grace la pièce Simone Veil, Les combats d'une effrontée. Comme si l'histoire reprenait ses droits, comme si le temps s'était brutalement figé, Simone Veil entre au Panthéon avec son mari Antoine. Pour sa petite fille, l'histoire ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur sa grand-mère dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs, à moins qu'il s'agisse des souvenirs de toute une génération qui a grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie au combat politique? Comment reçoit-on cet héritage? Les spectateurs découvriront tout ceci dans cette pièce unique au théâtre Princesse Grace ce jeudi. C'est l'objectif premier de tout parent, rendre son enfant heureux ou tout faire pour y concourir. Et autant dire que la tâche n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît pour y parvenir. Make Happy Kids est une entité qui aide et accompagne les parents dans ce qui est un véritable chemin de vie. Sa fondatrice vient de donner une conférence à l'Agora diocésaine ce week-end pour délivrer les 4 secrets pour avoir des enfants heureux. Elle est notre invitée. Bonsoir Natalia Pelletier. Bonsoir. Il n'y aurait donc que 4 secrets pour avoir des enfants heureux. Mais la clé de voûte, tout d'abord, c'est peut-être la compréhension, c'est ça l'expression, il faut être connecté à son enfant? Notre mission, c'est de connecter les parents et enfants afin de trouver l'équilibre dans votre famille et leur donner les moyens de répondre à leurs challenges. Parce que finalement, tout part aussi peut-être d'une difficulté à exprimer ses sentiments? Oui, c'est très important de savoir que quand un enfant a des difficultés de reconnaître ses émotions, c'est pas un enfant heureux. Donc, c'est très important la connaissance de son intérieur pour comprendre qu'est-ce qu'il y a, s'il y a quelque chose d'important à nous dire comme parents. Finalement, on parle toujours de nourrir sainement un enfant, de favoriser les activités sportives, mais le caractère psychologique et le fort intérieur jouent aussi un rôle prépondérant, même avec des tout petits. Il y a différents types de styles de parents et aussi d'enfants. Donc, c'est très important de comprendre la relation entre parents et enfants. Et si on connaît bien les 2 styles, on peut trouver une solution pour améliorer la relation. Est-ce que les nouvelles données du monde actuel, avec une émergence de la réalité virtuelle, une grande part accordée aux jeux vidéo, est-ce que tout cela, ça n'a pas compliqué la tâche? Sont-ils des ennemis du bonheur? Oui, tout à fait, parce qu'il faut trouver un équilibre. Il faut savoir que c'est très important de faire des activités sportives, bien sûr, mais aussi de faire des activités à l'intérieur. Comment se connecter émotionnellement. Et l'amour ne suffit pas, il peut aussi produire un effet contraire. Le trop-plein d'amour peut nuire? Non, il faut avoir un équilibre. Les disciplines aussi, c'est important. Il faut avoir aussi des limites. Oui, mais alors vous l'avez dit, vous donnez des clés, mais il y aura toujours différents types de parents, différents types d'enfants. On a toujours peur de mal faire, mais c'est difficile d'avoir tous le même schéma, la même approche. Oui, mais une fois que vous identifiez votre style d'enfant et votre style de parents, on commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est les parents qui doivent guider ces enfants et pas l'envers.
Mais être heureux, donc au final, ça s'apprend, ce n'est pas seulement instinctif et spontané. Non, c'est très important d'avoir une guidance, un guide. Et ça, c'est le rôle de toute maman et papa. Quel rôle, quelle place doit-on accorder au papa et à la maman? C'est du 50-50 ou c'est les mamans qui doivent être plus présentes? Non, c'est 50-50. La participation de les deux, c'est essentiel. Natalia Pelletier, merci pour cet éclairage sur les moyens de permettre à nos enfants d'être heureux. Merci à vous. Natalia Pelletier, qui est d'origine argentine, donnera une nouvelle conférence le 4 mars à 17h30 à l'Agora sur le thème, cette fois, comment éduquer un enfant bilingue. L'année 2022, vous le savez, va être ponctuée à Monaco par de nombreux rendez-vous destinés à rendre hommage au prince Albert Ier, décédé il y a 100 ans, et nous replonger ainsi un siècle plus tôt. Les échecs qui étaient à l'honneur au tout début du XXe siècle l'étaient aussi ce week-end au cœur de l'atrium du Casino. Les explications de Sandrine Nègre. Cette simultanée Prince Albert Ier a débuté en présence d'un joueur prestigieux, le Prince Albert II, qui a donné le premier coup symbolique sur ses échiquiers. Face à lui, 32 jeunes joueurs qui ont ensuite poursuivi leur partie avec 2 championnes, dont Pia Krumling, qui a d'ailleurs reçu la coupe Prince Albert Ier. Oh, I am very honored. I'm very overwhelmed. It's just something fantastic, and I'm very grateful. And I must say that I have been so lucky to have the opportunity to play for the club here in Monaco, to come here during now 15 years. En fait, ça me plonge dans ma propre enfance et quand j'ai rencontré un grand maître pour la première fois. C'était une sorte de divinité et voilà, je pense que ce sont les souvenirs qui sont extrêmement délicieux, sacrés. Et j'espère que peut-être aussi ça va aussi former les jeunes joueurs ici. Et cet événement autour du noble jeu dans l'atrium du Casino faisait ainsi écho au prince Albert Ier qui était conscient du rayonnement apporté par les échecs. De 1901 à 1904, il y a eu des grands prix d'échecs dans le Casino de Monte-Carlo, avec les meilleurs joueurs du monde étaient présents. Et ensuite, on a rejoué aux échecs dans les salons du Casino au Salon Touzé en 2015. C'était donc le Grand Prix féminin d'échecs et Pia Krumling et Almira Shprichenko étaient déjà présentes et ont participé à ce Grand Prix féminin. Nous avons établi un pont entre le passé et le présent et le futur avec ces jeunes joueurs qui sont présents. Et les correspondants des plus grands journaux étrangers étaient là et rendaient compte chaque jour des parties, à une époque, la belle époque, où le noble jeu était tenu en haute estime pour ses valeurs morales, intellectuelles, humaines également. Des valeurs qui sont d'actualité, comme en témoigne le succès rencontré par la série Le jeu de la dame ou les tomes du manga Made in Monaco sur les échecs, Blitz. Une page musicale à présent, un concert de musique spirituelle était donné hier à l'église Saint-Charles. L'orchestre philharmonique de Monte-Carlo a mis à l'honneur des airs de Bach avec le concerto brandebourgeois numéro 1, la suite numéro 4 et le triple concerto pour violon, flûte et clavecin. José Sacré, Lionel Bernardi et Louis Borgia y assistaient. Il y avait foule dimanche 27 février à l'église Saint-Charles pour le concert spirituel donné par l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de Peter Such, habituellement chef d'attaque des seconds violons de la formation. Au programme, 3 œuvres de Jean-Sébastien Bach, pas vraiment des œuvres spirituelles, mais ne peut-on pas dire que toute la musique de Bach parle de Dieu? Oui, absolument, je suis partant, je suis d'accord. Et je signale par exemple que l'ouverture de suite de Ré majeur, ça existe dans une version de cantate aussi, et c'est la même chose pour le brandebourgeois, où le troisième mouvement, ça apparaît dans un cantate. Donc il a souvent utilisé sa propre musique pour plusieurs occasions en fait. Donc pour lui, c'était le spiritualisme même, donc dans tous les domaines.
Soliste du triple concerto pour violon, flûte et clavecin, Peter Schultz au violon, Raphaël Truchot-Baraya, flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, et Miklos Panyi, un claveciniste de réputation internationale qui a fondé avec Peter Schultz l'Orchestre baroque hongrois Concerto Armonico en 1983. Il est un personnage emblématique de musique baroque. Il a une très très grande personnalité et je suis très content que j'ai réussi de faire inviter Miklos ici pour participer à ce programme. Passionné et spécialiste de ce style de musique, Peter Schultz a réussi avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à offrir au public un grand moment de musique baroque et spirituelle. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Quel temps est-il prévu mardi, Crescinda ? Mardi, le temps qui s'installe est généralement clair, mais durant la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Mardi, la journée sera donc ensoleillée et une petite brise soufflera. Du côté des températures, le climat sera frais, comptez 4 degrés pour les minimales et 10 pour les maximales. L'eau de mer sera à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h06 et se couchera à 18h19 mardi. Nous fêterons les hauts bains. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité du jour. Nous nous quittons avec les photos de fin de journal signées Stéphane Dana. Elles sont consacrées à la mobilisation en faveur des Ukrainiens. Je vous rappelle que plusieurs points de collecte ont été mis en place à Monaco si vous souhaitez faire un geste pour les populations sinistrées. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous.